Bonsoir, voilà. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Jérôme Laurent, je suis membre de la commission particulière du débat public éolienne flottante au sud de la Bretagne. On va animer avec ma collègue Karine Besse, qui est à ma droite, donc la session plénière là d'aujourd'hui et surtout les deux ateliers qui vont suivre d'ici une petite heure. Un certain nombre d'entre vous n'étaient pas là lors de la première réunion, donc je vais très rapidement résumer ce qui s'y est dit. Donc d'abord, pourquoi deux réunions ? Je commence par les consignes sanitaires qui sont un peu plus compliquées aujourd'hui, puisque outre le gel qui est disponible là, vous en trouverez aussi dans les ateliers parce qu'il y aura de la manipulation de papier. Vous gardez bien le masque lorsque vous intervenez et en plénier ou même en atelier, le cas échéant. Vous ne prenez pas le micro, vous attendez que l'hôtesse vienne vous l'apporter. Le port du masque donc est obligatoire, y compris sur le nez, et donc il faut garder maintenant une distanciation d'1 mètre. Donc pourquoi ces deux sessions ? La première raison, donc, il fallait constater l'existant en matière d'information environnementale et pour pouvoir ensuite travailler aujourd'hui sur les enjeux environnementaux permettant de définir, si possible, la zone préférentielle pour le parc et la zone de raccordement, et puis aussi essayer de voir quelles seraient les données intéressantes, pertinentes à recueillir. Donc, Bertrand Durin, la dernière fois, a dit d'abord qu'il y avait bien sûr la biodiversité et les paysages, mais il y avait des tas d'autres enjeux, et que la prise en compte de la connaissance de l'environnement allait donc en s'affinant du DSF, du document stratégique de façade, jusqu'à l'étude d'impact, et que là, on en était au stade du débat public en une simple analyse bibliographique environnementale. Donc on verra tout à l'heure avec Adeline Morlière la suite et des précisions sur ce qui sera fait en matière d'études, d'analyse environnementale approfondie et d'études in situ. Ensuite, il y a eu 3 interventions donc à caractère scientifique entremêlées de discussions avec la salle. La première, donc, de l'Ifremer, Antoine Carlier nous a parlé des habitats benthiques et de l'ichtyofaune dans le cadre des interactions d'un parc éolien sur la biodiversité dans le cadre de la zone en question. Et également, donc, Bertrand Auger, de l'Office français de la biodiversité, nous a parlé de la même chose, mais pour les oiseaux, l'avifaune, les mammifères marins et ainsi que les enjeux écologiques de la zone. Tout ça pour dire qu'ils ont notamment fait allusion au posé, à l'éolien posé, en disant que finalement, pour tout ce qui relevait d'une comparaison assez simple avec l'éolien posé, ça ne posait pas de problème. On pouvait dire que ce qui existait pour l'éolien posé valait aussi pour l'éolien flottant. Donc, par exemple, il y avait les mêmes risques en matière d'avifaune pour le risque de collision sur perte, collision, perte d'habitat, dégradation d'habitat, effet barrière et j'en passe. Mais qu'en revanche, dès qu'on abordait ce qui était spécifique au posé, aux flottants, c'est-à-dire les flotteurs, les câbles, là, on avait beaucoup moins de retours d'expérience, et donc c'était un sujet sur lequel il fallait s'avancer. Enfin, on a eu l'intervention d'Aurélie Jolivet, donc, qui a présenté l'analyse bibliographique environnementale, donc qui traite de problèmes dépassant largement la biodiversité, avec un certain nombre de paramètres océanographiques, le bruit, les sédiments, l'eau, etc. Et donc, j'en arrive maintenant à la réunion d'aujourd'hui. Donc, on va avoir une présentation de Maël Nexer, donc de France Énergie Marine, donc sur le thème recherche-développement sur l'environnement et parc éolien flottant. Donc, ça sera un exposé en fait de transition entre le constat qu'on a fait
la semaine dernière et les actions, les propositions qu'on va faire pour le futur. Elle parlera notamment d'un certain nombre de programmes, Species, Écume, donc elle va vous en parler dans 2 minutes. Ensuite, donc, on aura également l'intervention d'Adeline Morlière, donc de la Direction générale de l'énergie et du climat, qui interviendra donc sur le niveau de connaissance actuel et les études prévues donc suite au débat, ainsi qu'elle interviendra sur des éléments de la séquence ERC qui seront d'ailleurs complétés par Olivier Brisset. Non, mais Olivier Brisset les complétera, lui, il parlera de l'ERC, de la séquence ERC. Voilà, je donne la parole à Maël Nexer, donc maintenant, en disant oui, on va passer sur les questions, il faut gagner du temps. Oh, oui, bonjour à tous. Donc, je suis Maël Nexer, cadre de recherche chez France Énergie Marine dans le programme Intégration environnementale. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux de recherche et développement de France Énergie Marine sur l'environnement et les parcs éoliens flottants. Je vais juste commencer par vous présenter France Énergie Marine. Donc, c'est l'Institut de recherche national qui est dédié aux énergies marines renouvelables. On est 45 collaborateurs et on coordonne, pilote et finance des projets de recherche sur les énergies marines renouvelables. On est divisé en 4 programmes. Un programme sur la caractérisation des sites qui s'intéresse à la houle, au courant, au fond marin. Un programme sur la technologie, un programme sur l'intégration environnementale dont je vais vous parler aujourd'hui et un 4e programme sur l'optimisation des parcs. Le siège est situé à Brest et on a des antennes à Nantes et à Marseille. Et donc, on est un institut de la transition énergétique soutenu par les investissements d'avenir. Je vais vous parler maintenant plus particulièrement du programme Intégration environnementale. Donc, on est 15 collaborateurs, donc des docteurs, des ingénieurs, et on s'intéresse à tous les compartiments de l'environnement marin, du benthos jusqu'aux oiseaux. On a plus de 60 partenaires publics et privés qui travaillent avec nous sur ces projets collaboratifs. Donc des bureaux d'études, des régions, des ONG, des développeurs de parcs, des consortiums et les développeurs de réseaux de transport d'électricité. Mais aussi, on travaille en étroite collaboration avec des universités, des laboratoires et des organismes publics. Vous avez entendu parler la semaine dernière notamment d'IFREMER, de l'OFB, aussi de TBM. Donc, pour orienter la recherche et le développement chez France Énergie Marine, on travaille d'abord à partir d'une feuille de route qui va guider en fait et recenser tous les enjeux et les besoins en R&D. Donc, on se base sur cette feuille de route pour monter des futurs projets de recherche et développement. Ces projets, lorsqu'ils sont montés, ils passent dans différents comités. Un comité scientifique et technique qui comprend des experts, des experts étrangers, internationaux, notamment des experts américains et écossais qui vont juger nos projets et qui vont les noter. Et ensuite, ils passent aussi devant le comité recherche et développement qui est constitué de nos membres, donc qui représente la filière EMR. On a un autre outil pour hiérarchiser les enjeux environnementaux, c'est COMET, qui est un comité d'experts. COMET répond à des questions qui sont posées par la filière et à travers donc un comité d'experts. Je vous présente ici le bulletin numéro 2 qui a été édité en décembre 2019, qui s'intéressait à la colonisation des parcs d'énergie marine renouvelable et la possible facilitation de l'introduction et la propagation d'espèces non indigènes. Donc ça fait appel à la présentation d'Antoine Carlier de la semaine dernière qui se posait la question. Donc je vous invite à aller regarder ce bulletin qui est disponible sur le site de France Énergie Marine. Ensuite, on se base aussi beaucoup sur le retour d'expérience à l'international. Donc pour ça, on participe à 2 groupes de travail, notamment sur les effets des parcs éoliens sur l'environnement, comme le VREN. Donc ça, c'est un groupe international. Donc il y a les Américains, les Canadiens, mais aussi beaucoup de pays d'Europe.
On participe aussi au CEAF qui essaie de mettre en place un cadre d'études commun à l'environnement et au parc éolien en mer du Nord. Donc on représente aussi la France et on organise des workshops avec des experts français. La semaine dernière, Antoine Carlier vous a présenté les différentes pressions qui s'appliquent sur l'environnement marin. Donc la modification des habitats, les émissions des champs électromagnétiques, les émissions acoustiques, la pollution chimique, les risques de collision et de dérangement. Et je vais maintenant vous présenter les différents programmes de recherche qu'on a au sein de France Énergie Marine. Donc pour la modification des habitats, on travaille surtout sur la modification des fonds, l'effet récif, réserve. Donc je vous ai recensé plusieurs projets, notamment les projets ABIOP et ABIOP+, qui s'intéressent à la biocolonisation. On travaille aussi, on a le projet Species qui vient de se terminer, et je vais vous présenter un peu plus en détail les résultats sur l'interaction des câbles sous-marins avec l'environnement et les suivis associés. Le projet Species s'est aussi intéressé aux émissions de champs électromagnétiques. Pour les émissions acoustiques, ce sont deux projets, Bentoscope et Bentoscope 2, qui viennent de se terminer aussi. Et l'idée, c'était ici de travailler sur les compartiments benthiques pour essayer de surveiller les impacts des énergies marines renouvelables. Sur la pollution chimique, l'enjeu, c'est vraiment voilà, les anodes, hein, comme Antoine Carlier vous l'a exposé la semaine dernière. Donc là, on a un projet qui vient de se terminer, qui est le projet Anode, qui a essayé d'évaluer de façon quantitative les métaux qui sont libérés dans le milieu marin, qui sont issus des anodes galvaniques et qui proviennent des structures EMR. Ce projet vient de se terminer. Je vous invite, parce que je ne vais pas en parler ce soir, je vous invite à aller consulter notre chaîne YouTube. Et il y a toute la restitution du projet vers le public avec les présentations de tous les scientifiques qui est en ligne et qui est filmé. Ensuite, le risque de collision et dérangement qui s'applique plutôt ici pour les oiseaux et les mammifères marins. Donc l'idée ici, c'est d'avoir vraiment des protocoles d'acquisition de données et aussi d'étudier la collision. Je cite deux projets, le projet GeoBird qui s'intéresse au développement d'une balise de géolocalisation pour les oiseaux marins et le projet OFSOM qui vient d'être lancé sur la standardisation des outils et des méthodes de suivi de la mégafaune marine à l'échelle des parcs éoliens offshore. Donc en tout, c'est plus de 25 projets sur l'intégration environnementale de l'éolien flottant, de l'éolien en mer, et aussi plus largement les EMR. Et voilà, donc, je vous invite à aller voir sur le site de France Énergie Marine, parce qu'il y a d'autres projets. Je vais maintenant parler du projet Species sur l'effet récif. Donc on avait 8 partenaires sur ce projet, dont TBM et l'Ifremer et RTE, dont vous avez entendu parler la semaine dernière. Donc un récif artificiel, c'est une structure artificielle qui peut imiter certaines caractéristiques d'un récif naturel. Par exemple, en photo, vous avez ici une plateforme offshore au large de la Californie qui est colonisée par une communauté fixée. Donc là, vous avez des anémones et puis quelques éponges et qu'on associe à du biofouling. Mais ça attire aussi tout ce qui est mégafaune mobile, donc tous les poissons. Et je vais essayer de vous présenter comment les protections des câbles sous-marins sont colonisées. Donc c'est le résultat de la thèse de Bastien Taormina qui a été soutenue en 2019. Il a étudié 1500 photos sous-marines qui ont été prises sur un câble sous-marin pendant 5 ans à Paimpol-Bréhat sur le parc, sur une hydrolienne, un site d'essai hydrolien. Donc là, vous voyez un plongeur qui prend en photo un matelas qui protège un câble. Donc je tiens à préciser que c'est un fond qui est rocheux, donc l'ensouillage à cet endroit était impossible. Donc, vous voyez ici une demi-coque qui est colonisée par un écosystème assez complexe avec des algues rouges, des éponges, des anémones. Ensuite, vous voyez ici un matelas qui est composé de béton en fait, qui recouvre le câble. Et là, il y a des balanes, quelques anémones aussi qui colonisent ce matelas.
Et en comparaison, voici le fond marin juste à côté, avec quelques éponges et quelques baleines. Les habitats, donc un des premiers résultats de la thèse de Bastien, c'est que les habitats artificiels sont soumis à une succession écologique, c'est-à-dire qu'on commence par des balanes, puis des acidies, puis au fur et à mesure vont se développer des algues plus complexes, des algues rouges, des hydraires, des laminaires. Et donc au bout de 5 ans, on a vraiment un écosystème assez complexe, mais il a trouvé qu'en fait, après 5 ans, ces habitats n'ont toujours pas atteint leur maturité écologique. Et donc, il y avait besoin d'une surveillance à long terme. Les habitats artificiels semblent permettre le développement aussi d'une communauté épibenthique qui va être plus complexe sur le plan structurel que les habitats naturels. En effet, dans les habitats naturels, en tout cas à Paimpol-Bréhat, on a des galets, des graviers, des sables qui ont une faible stabilité et une faible élévation. Donc on a vraiment un écosystème assez pauvre, assez peu complexe. Ensuite, pour les coques en fait, qui vont englober des câbles sous-marins, on a une stabilité plus grande, hein, le câble ne bouge plus, et on a une élévation qui va être modérée. Donc on a le développement de petites algues rouges, des hydraires, et puis l'on passe sur des matelas, on a une très grande stabilité et on a une plus faible profondeur. Et donc là, on a le développement de laminaires, d'algues rouges, avec un écosystème un peu plus complexe. Donc le potentiel d'habitat d'une structure artificielle va dépendre à la fois de la conception de la structure, comme je viens de le montrer, mais aussi comment il interagit avec l'environnement physique. Par exemple, si le matelas l'environnement du matelas contient des blocs et des galets, on va avoir la création de grottes, de cachettes disponibles, où par exemple les homards vont pouvoir venir se cacher. Lorsqu'on a des cailloutis, on n'a pas de grottes, mais on a toujours ces cachettes qui sont disponibles pour quelques espèces. Et dans le cas des sables, on n'a pas de grottes et on a assez peu de cachettes. Donc là, je vous présente la photographie située en haut, c'est une demi-coque. Donc vous voyez que l'environnement est assez riche, hein. Il y a notamment un petit gaspéropode marin, on a aussi des acidies coloniales, des acidies solitaires. Et ensuite, juste en dessous, c'est un matelas en béton, hein, qui recouvre un câble, et vous voyez qu'il y a un petit homard qui a élu domicile dans une cachette. Ensuite, ce qui est vraiment important, et ce qu'on tend à essayer de faire, c'est d'avoir une approche intégrée de l'environnement, qui permet d'étudier l'intégralité de l'écosystème marin avec l'ensemble des perturbations et aussi les impacts socio-économiques. Donc il y a 3 projets. Un premier projet, le projet Trophique, qui s'est intéressé au parc de Courseulles-sur-Mer et notamment à l'effet récif et réserve, qui a été lancé en 2015, qui s'est terminé l'année dernière, et je vous invite à aller consulter le rapport de recommandation qui, il me semble, est disponible dans la bibliothèque du débat public. Le projet APIL s'intéresse, donc a été lancé en 2018, il se terminera en 2022 et il s'intéresse particulièrement au parc éolien pilote de Bretagne Sud et au socio-écosystème. Donc là, c'est vraiment l'étude de l'écosystème marin en rajoutant la boîte humain et essayer de voir quelles sont les liaisons entre les deux. Donc il y a une thèse qui se soutiendra donc au mois de décembre, et donc les premiers résultats seront disponibles au mois de décembre 2020. Enfin, le projet de Windsor vient d'être lancé là, en 2020, s'intéresse au projet au parc éolien de Dunkerque, qui essaie de coupler le milieu physique et le milieu biologique. Donc l'idée vraiment, c'est d'essayer d'avoir cette approche intégrée de l'environnement afin d'essayer de comprendre aussi les effets cumulés. Je vais juste vous parler rapidement d'une bouée de suivi. Donc c'est la bouée de suivi des projets APIL et ABIOP+, avec ses différents partenaires, qui sera mise à l'eau au printemps 2021 pour 3 ans et sera située au large de Groix, au large de la base des Chats. Elle permettra le suivi des caractéristiques environnementales à différentes profondeurs, donc température, salinité, oxygène, chlorophylle, pH. Donc là, vous avez sur la droite une photo du même type de bouée là, qui a été déployée en Méditerranée.
En plus de ces caractéristiques environnementales, on étudiera aussi la biocolonisation. Donc, sur cette bouée, on va déployer des plaques en PVC qui vont au fur et à mesure se coloniser. Donc là, vous avez un exemple de plaques qui ont été déployées à Cap Couronne en août 2019. Et en novembre 2019, donc quand on est retourné les voir, vous voyez la photo, on a vraiment le développement de moules sur la bouée et ensuite sur les plaques beaucoup d'anémones, des tubulaires aussi. Donc il y a vraiment une colonisation importante en quelques mois. Enfin, je vais vous présenter le projet ECUM, qui est piloté par le ministère de la Transition écologique, coordonné scientifiquement par l'INERIS et animé par le CEREMA, l'OFB et France Énergie Marine. L'idée, c'est d'améliorer les projets EMR sur le volet analyse des impacts cumulés pour les services de l'État comme pour les porteurs de projets. Il faut identifier les connaissances manquantes pour réaliser cette analyse et puis proposer ensuite une méthode opérationnelle pour combler les lacunes identifiées. Donc, il y a 34 experts qui travaillent sur ce sujet depuis 2018. Ces 34 experts sont répartis selon les différents compartiments marins, benthos, poissons-requins, mammifères marins, tortues, oiseaux et chauves-souris. Et le travail est en cours sur essayer de définir les méthodes qui vont permettre de définir les effets cumulés des parcs éoliens en mer. Avant de vous remercier, je voudrais juste vous inviter à consulter le site de France Énergie Marine, qui est une mine d'informations, ainsi que la chaîne YouTube, où vous allez avoir vraiment beaucoup de vidéos sur tous les projets qu'on coordonne. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, je vais donner la parole à la salle. Oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'il y avait 2 ateliers, mais vous le savez bien. Donc, Karine vous dira de quoi les ateliers doivent parler. Simplement, je prends l'exemple des effets récifs. Avant de donner la parole à la salle, vous avez évoqué des aspects positifs. Il n'y a pas des aspects négatifs, comme les espèces invasives, comme éventuellement des oiseaux qui pourraient profiter de la ressource alimentaire et venir avec le risque collision. Oui, et je rajouterais le côté abrasion aussi des câbles, éventuellement des chaînes. Est-ce que ça, vous l'étudiez, le côté l'abrasion des habitats marins? Alors, l'abrasion des habitats marins, pas pour le moment. On n'a pas en fait, il faudrait vraiment développer des essais avec des chaînes et essayer de voir comment sont remaniés, par exemple en bassin, comment sont remaniés les sédiments et comment les habitats sont impactés. Donc non, ça, on n'a pas encore de projet sur ce sujet. Mais il sera intéressant, en effet, de faire du suivi sur le parc éolien flottant de Groix-Belle-Île, le parc pilote, qui va être mis en service dans les prochaines années. Ensuite, pour la partie d'effet un peu pervers de l'effet récif, la problématique des espèces non indigènes, on l'a abordée donc dans le bulletin de Comet, et il est quand même le retour, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bouées, d'épaves qui jouent déjà cet effet, ce rôle d'effet récif, des câbles aussi. Il y a quand même beaucoup de câbles en mer, notamment qui traversent la Manche et puis l'Atlantique. Et donc, ce que les experts ont vraiment préconisé, c'est de réaliser des suivis tout au long de la vie du parc éolien en mer pour essayer de comprendre vraiment ce qui va se passer et essayer de prévenir ces possibles effets. Ensuite, peut-être un point négatif sur l'effet récif, c'est que ça va, notamment sur le cas des parcs éoliens flottants, vous allez avoir vraiment la colonisation importante des flotteurs, et ça peut apporter beaucoup de matière organique sur le fond marin, et ça peut peut-être provoquer des effets qui n'étaient pas là avant. Merci. Donc la parole est à la salle maintenant, si vous avez des questions. Sinon, si on... Oui, monsieur en face. Si une hôtesse peut venir. Oui, vous vous présentez aussi.
La technique nous trahit. Collectif Pêche et Développement. Bon, je n'ai pas suivi la première réunion, mais j'imagine qu'il est prévu aussi une analyse du cycle de vie en termes environnementaux. Et pas simplement de l'effet environnemental de l'installation elle-même. C'est-à-dire que oui, il y aura des suivis qui seront réalisés tout au long de la vie du parc éolien en mer, oui. C'est que pour faire les flotteurs, par exemple, j'imagine qu'il faut faire du béton, donc tout ça a des effets. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, il y a une analyse qui est faite sur tous ces impacts qui font partie d'analyse de cycle de vie, comme les métaux, les matériaux qui sont utilisés, etc. Donc, est-ce que c'est prévu, ça? Oui, je vais répondre. Hein. Non seulement c'est prévu, mais ça a déjà eu lieu. Donc, je vous invite à reprendre sur YouTube la réunion qui était, alors je ne me souviens plus de la date, mais qui était consacrée à la stratégie nationale bas carbone. Et donc, à cette occasion-là, on en a parlé. Pour préciser, oui, c'est vrai que dans cet atelier, donc, on est vraiment sur l'environnement marin, voilà, et les effets que va pouvoir avoir le projet sur l'environnement marin. Donc, on ne va pas traiter de cet aspect-là, qui est très, très important par ailleurs, puisque c'est aussi des questions d'environnement, mais du coup, dans d'autres parties de la planète. Je peux juste ajouter qu'un programme de recherche et développement va être lancé prochainement sur l'analyse de cycle de vie des parcs éoliens en mer. Donc, on aura dans 2 ou 3 ans des premiers résultats sur ces aspects. Est-ce qu'il y a une... Oui, je vois une main qui se lève là-bas. Oui, bonjour, Madame Bernard, simple habitante de Lorient et Sud-Finistère. Ma question, en fait, vous faites des études là, qui vont durer 3-4 ans. Si les résultats sont négatifs, si on s'aperçoit qu'il y a effectivement un gros impact sur la faune marine, qu'est-ce qui va se passer? Qu'allez-vous faire? Alors, nous, on est simple coordinateur et pilote de projets scientifiques. Donc, en fait, à chaque fin de projet de R&D, on édite un rapport de recommandation, comme par exemple pour le rapport pour le projet trophique. Donc, ce dossier-là, il est mis en ligne. En plus de ça, on fait une restitution. On invite les développeurs, les services de l'État. On partage vraiment nos connaissances. Même tout le public est invité. Et du coup, nous, à notre échelle, on ne peut rien faire, mais ensuite, c'est à l'État de mettre en place des choses, ou aux développeurs même, de mettre en place des mesures ERC, par exemple, ou ce genre de choses. Madame Bordier peut compléter, oui. Oui, dans le cadre de l'autorisation environnementale, donc les services instructeurs, sur proposition du maître d'ouvrage, préconisent les mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Donc les résultats de France Énergie Marine seront bien sûr intégrés pour définir ces mesures ERC par le développeur, ou si le développeur ne le fait pas, les services de l'État peuvent prescrire des mesures additionnelles et le feront dans le cadre des autorisations environnementales qui seront demandées. Il y avait une question un peu plus haut, une intervention, je ne sais pas si c'est une question. Oui, c'est une question relative à la problématique des flotteurs qui porteraient de la faune, des moules ou des choses comme ça qui risqueraient de tomber sur le fond. Et dans la mesure où on travaille sur des fonds qui sont de plusieurs dizaines de mètres, la chute de moules sur ces fonds-là risquerait d'avoir des effets négatifs ou désastreux, ou pas du tout. D'ailleurs, on peut pas, je n'en sais rien sur les fonds. Et je voulais savoir si, plutôt que d'attendre que ça se passe une fois la construction réalisée,
il ne serait peut-être pas déjà pertinent d'avoir au moins une étude, une tentative de modélisation de ce qui, ou quelque chose comme ça qui pourrait, de ce qui pourrait se produire. Alors, des modélisations de l'écosystème marin sont en cours, notamment pour le parc de Groix-Belle-Île. C'est une de mes collègues dont c'est le sujet de thèse. Donc les résultats seront bientôt connus. Après, pour juste vous parler, j'imagine, de la coquille de moule qui retomberait sur le fond à plusieurs dizaines de mètres, c'est ça? Enfin, de toute façon, la boule, si elle n'est pas fixée, elle risque pas de vivre très longtemps. Mais du coup, je pense que oui, il y aura sûrement un effet, mais voilà. Pour l'instant, oui, on n'en sait rien. On attend aussi les résultats de cette thèse qui a modélisé vraiment l'écosystème dans son ensemble. Voilà. Merci. Donc, je vais passer... Oui, une dernière question là-haut, et puis après, on passera au... Je laisserai la parole à ma collègue Karine Besse pour présenter la double intervention suivante. Oui, bonjour, Benoît Bronick pour la Fédération Bretagne Nature Environnement. Je voulais revenir sur l'effet récif. En effet, on se rend compte que la nature peut profiter d'installations qui sont d'origine anthropique pour se développer. La question qui est une double question, en fait, dans un premier temps, pendant la vie du parc, est-ce qu'il y a un entretien qui est attendu des installations qui vont être colonisées? Donc, en l'occurrence, imaginons si par exemple des espèces protégées se développent dessus, qu'est-ce qu'on fait? Et deuxième question, quand on arrivera à la phase démantèlement, où on aura peut-être des fonds marins qui seront colonisés de façon très intéressante sur des matelas ou sur des coques en fonction de ce qui serait prévu, qu'est-ce qu'on fait de ces espèces qui seront présentes et qui se seront développées, quoi? Merci. Alors, pour ce qui va se passer, moi, je ne sais pas grand-chose, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les retours d'expérience d'Europe du Nord, où ils ont démantelé le premier parc éolien, c'est que quand même, ce serait bien de laisser... il y a des publications là-dessus sur laisser, par exemple, les fondations ou les protections des câbles au fond, pour justement, s'il y a des espèces... protégées, les laisser en fait vivre leur vie en fait sur ces structures qu'elles colonisent depuis 20, 25 ans, 30 ans. Mais après, je laisserai Adeline. Pour le démantèlement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un document qui prévoit que le porteur de projet fera une étude environnementale juste avant de démanteler, 2 années avant pour être précise. Et dans ce cadre-là, il va regarder les espèces qui ont colonisé ou pas les fondations, les câbles. Et donc, ça sera vraiment au regard de ce qui se sera passé, des espèces présentes, de l'intérêt à les laisser ou pas, que les décisions seront prises suite à cette étude et que le démantèlement sera autorisé avec des modalités fixées par l'État. Merci pour ces questions et ces réponses. Donc on passe directement donc au second temps de cette première partie en plénière, qui est de pouvoir avoir voilà, un regard sur les études, l'état actuel des études, rapidement, ça aussi on l'a fait la semaine dernière, et donc surtout les études à venir, les études qui vont être faites, que ce soit par le maître d'ouvrage ou RTE, ou plus tard que ce soit par aussi l'industriel qui sera lauréat. Donc d'abord Adeline Morlière pour ces questions-là, et puis RTE complétera en regardant surtout, enfin il va nous donner des premiers éléments, des exemples un peu de ce qu'on appelle le cycle ERC, éviter, réduire, compenser. Donc il va nous donner des premiers éléments sur cet aspect-là qu'on pourra traiter de manière un peu plus approfondie en atelier par la suite. Donc je vais vous présenter les connaissances actuelles que l'on a eues pour élaborer l'étude bibliographique qui a été mise à votre disposition.
et donc les campagnes à venir pour acquérir de nouvelles connaissances. Donc on commencera par un rapide contexte et avant de parler des campagnes sur les habitats benthiques, sur les poissons, mollusques et crustacés, sur l'avifaune et les mammifères marins. Je crois que je suis un peu loin. Donc sur le contexte. Donc la zone d'études en mer, donc, elle fait 1330 km² et c'est celle sur laquelle portent nos réflexions actuellement. On cherche une zone préférentielle de 600 km² et le premier parc qui sera construit devrait avoir une emprise de 50 km² pour 250 mégawatts. Donc, l'étude bibliographique vous a été présentée la semaine dernière. Elle a été réalisée par 2 bureaux d'études, TBM et Géonomie. Donc, TBM sur la partie en mer. Et je vais probablement faire référence à TBM dans la suite de ma présentation. Et donc, on avait l'OFB et l'IFREMER en appui. Désolée. Donc la prise en compte de l'environnement durant le débat public. Donc là, on est sur la zone de débat public et on va regarder l'enjeu dans la zone de débat public. Donc pour évaluer les enjeux, on prend en compte la part de la population locale par rapport à la population totale, la vulnérabilité, donc c'est le statut défini par l'Union internationale de conservation de la nature, et on regarde également la densité. Donc la sensibilité, c'est le risque de perte ou de dégradation de la valeur de l'enjeu du fait de la réalisation d'un projet de parc d'éoliennes en mer. Et donc, comme on ne connaît pas le projet, on connaît ses effets, mais on n'a pas les caractéristiques du projet, donc on va évaluer le risque d'effet en tout point de la zone. Donc c'est ce que vous a présenté TBM la semaine dernière, pour savoir à quel endroit on va avoir un fort risque d'effet afin d'éviter au maximum ces zones-là. Donc là, c'est pendant le débat public. Ensuite, pour prendre en compte l'environnement après le débat public, il va y avoir une étude d'impact. Donc là, on est sur la zone de l'appel d'offres et on va regarder donc l'enjeu, mais dans cette zone d'appel d'offres, on regarde également la sensibilité. Et là, maintenant, on connaît le projet, ses effets, on connaît les caractéristiques, donc on va pouvoir caractériser les effets. Et le porteur de projet va déterminer les impacts et les mesures ERC, donc d'évitement, de réduction et de compensation nécessaires pour avoir, in fine, des impacts acceptables. Donc, toujours après le débat public, donc, depuis la loi ESSOC, donc un État pour une société de confiance, depuis août 2018, l'État a à sa charge la réalisation de l'état actuel de l'environnement. Donc, c'est la première brique de l'étude d'impact, où on va notamment définir la densité des espèces en présence et la surface occupée par les différents habitats. Et donc, la suite de l'étude d'impact, les autres parties seront à la charge du porteur de projet et de RTE. Je suis désolée. Désolée. Donc, l'état actuel de l'environnement réalisé par l'État, donc, ça va démarrer avec la décision de la zone par la ministre. Donc, à partir de là, il va y avoir une étude bibliographique qui va durer de 1 à 2 mois, qui va permettre de déterminer si on a besoin ou pas de campagne in situ. Et si on a besoin de campagne in situ, on va définir un plan d'échantillonnage. Donc, le plan d'échantillonnage, c'est la façon dont la zone sera quadrillée avec les équipements de mesure, la fréquence et la durée des mesures. Donc, pour ça, on va avoir, là, on est en train de recruter un bureau d'études qui va nous proposer qui va réaliser l'étude bibliographique et nous proposer ce plan d'échantillonnage.
Et la DGEC et RTE vont valider le plan d'échantillonnage et bien sûr avec l'appui de l'OFB, l'IFREMER et le CEREMA. Puis on va lancer les campagnes qui durent de 1 à 2 ans en fonction des compartiments. Donc par exemple pour les habitats benthiques, ce sera 1 an. Pour les mammifères et l'avifaune, ce sera 2 ans. Donc on va avoir les données intermédiaires qui seront remises aux candidats de la procédure de mise en concurrence. Comme ça, il va pouvoir les prendre en compte pour définir son offre. Donc l'environnement est vraiment pris en compte au tout début de la conception. Et ensuite, on va donner la totalité des données au lauréat pour qu'il fasse son étude d'impact et elles seront mises en ligne pour le public sur le site qui est prévu à cet effet. Donc les campagnes. Donc, tout d'abord sur les habitats benthiques, donc comme l'IFREMER vous a présenté cela la semaine dernière, donc les habitats benthiques, c'est ce qu'on a au fond de la mer, donc c'est le milieu physique, le substrat, avec la faune et la flore associées. Donc, pour l'étude bibliographique, donc, on s'est basé sur la carte des habitats physiques qui a été réalisée avec des campagnes de 1964 à 2010. Et ces campagnes, donc les résultats sont régulièrement intégrés et il y a une mise à jour de la carte des habitats physiques. Et TBM a intégré des données plus récentes qui provenaient des zones Natura 2000, de l'état actuel de l'environnement de la ferme pilote de Groix-Belle-Île. Voilà, excusez-moi, on a déjà vu ça la semaine dernière. Okay. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on a eu, les études sur lesquelles on s'est basé. Et donc pour la suite, je vous laisse. Donc pour la suite, on va faire des campagnes de prélèvement et d'analyse. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu les prélèvements qui sont faits avec la benne Van Veen. Donc on récolte les sédiments et on analyse de leur composition pour vraiment définir l'habitat en question. Et il y a aussi des campagnes vidéo et photos. Donc là, on voit une photo de campagne IFREMER d'une étoile de mer. Donc, pour l'état actuel de l'environnement, donc l'État va réaliser, il va y avoir des prélèvements et des analyses, et on va suivre le protocole de la directive cadre sur l'eau. Donc là, j'ai pris un exemple vraiment purement fictif. Le bureau d'études va faire son étude bibliographique et va avoir les points de campagne assez récents. Et donc, si on a la zone en jaune, par exemple, si c'est des habitats qui vont peu évoluer, là, le bureau d'études va nous proposer quelques points de campagne pour cette zone-là. Alors que si on a la zone en noir, là, on a des points de campagne récentes plus éparses. Et donc, le bureau d'études va nous proposer un plan d'échantillonnage plus dense. Donc pour les poissons, mollusques et crustacés, donc là, je vais passer vite également puisque c'est ce que Aurélie a présenté la semaine dernière. Donc c'est pareil, on va avoir des points de mesure sur des campagnes IFREMER dont on voit la carte ici. Et pour l'état actuel, on va définir les campagnes à mener. Donc là, pour les campagnes à mener, c'est des prélèvements et des analyses. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des traits de chalut ou des prélèvements d'eau à certains endroits. Et on va regarder la composition en termes d'espèces et s'il y a des juvéniles, des adultes, des œufs, des larves. Donc c'est ça qui va être regardé pendant les campagnes que l'État va réaliser. Et ça sera fait selon le protocole défini par l'IFREMER pour les granulats. Donc, si jamais on choisit une zone fictive jaune, donc on a de nombreux points de mesure et donc on aura des campagnes à réaliser où il n'y aura que quelques points. Alors que si on prend la zone en noir, là on voit qu'on a très peu de points, donc on aura un plan d'échantillonnage plus dense. Juste un point sur l'échelle
de la zone qui sera étudiée pendant l'état actuel de l'environnement, elle sera plus grande pour les poissons que pour les habitats, puisque les habitats, c'est peu mobile, alors que les poissons, c'est plus mobile. Donc on les étudie sur une plus large zone que la zone projet prévue. Donc sur l'avifaune et les mammifères marins, donc ce qui vous a été présenté, ce sont des densités modélisées à partir des données campagne par avion SAM qui ont été faites en hiver et en été, en 2011 et 2012. Donc on voit les plans d'échantillonnage qui ont été suivis au large pour la petite carte et de façon plus resserrée à la côte pour la carte qui est plus grande à droite et qui couvre bien la zone d'étude. Donc il y a eu une observation des espèces ou des groupes d'espèces et on voit une illustration avec un observateur embarqué à bord de l'avion de comment ces campagnes se passent. On a rajouté, donc ça je vais passer vite aussi, les données de Bretagne vivante, ce qui nous a permis de conforter les données SAM avec des données plus récentes de 2014 à 2016. Donc qu'est-ce qui va se passer pour l'état actuel de l'environnement ? On va forcément refaire de nouvelles campagnes avions et ou bateaux, puisque les données qu'on avait étaient assez anciennes, donc il sera nécessaire de faire ces campagnes-là. Et donc là, toujours avec cette notion d'échelle de zone étudiée, là, comme ce sont des espèces très mobiles, on parle de zone élargie qui est bien plus grande que la zone du projet, parce qu'il faut pouvoir avoir une vision plus globale de la mobilité des espèces et des zones fonctionnelles. Donc le plan d'échantillonnage de ces campagnes sera bien plus dense. Donc on sera plus proche du plan d'échantillonnage de Bretagne vivante, donc en bas, que de celui de SAM, qui est l'image du haut. On pourra aussi avoir des campagnes supplémentaires. On peut imaginer par exemple de la télémétrie sur les goélands, puisque c'est une espèce qui est présente sur la zone, qui a une forte sensibilité de 10 sur 10. Donc c'est possible qu'on équipe ces espèces de balises télémétriques. Voilà, ça, en fonction de l'étude bibliographique, le bureau d'études nous fera des propositions d'études en plus par rapport à ces campagnes avions. Donc les autres thématiques environnementales qu'on va regarder, parce que là on a parlé de la biodiversité, de ce qu'on avait spatialisé dans l'étude bibliographique, mais on ne va pas regarder que ça. On va également regarder les chauves-souris avec des campagnes acoustiques, la qualité de l'eau en suivant le protocole de la directive 4 sur l'eau. Donc il va y avoir des stations de mesure où on va regarder la composition de l'eau et les éléments chimiques présents au sein de l'eau. La qualité des sédiments, même protocole avec des prélèvements et des analyses. Le bruit aérien et sous-marin, il y aura des stations de mesure qui vont être positionnées sur la zone afin de cartographier le bruit. Pour le paysage et le patrimoine, on va avoir une étude bibliographique et là où des lacunes seront constatées, on aura une acquisition de données complémentaires sur le terrain. Pour la pêche, on aura un approfondissement de l'étude pêche fournie pour le débat public. Et pour les autres usages, il y aura une étude bibliographique. Donc enfin, les suivis pendant et après la construction. Donc les suivis sont définis sur les conclusions de l'étude d'impact. Le porteur de projet RTE en propose dans leur étude d'impact et les services instructeurs les définissent dans l'autorisation environnementale et bien sûr peuvent en rajouter. Donc on va avoir des suivis standards. Ce qui se passe, c'est que pendant qu'on fait l'état actuel de l'environnement, on va placer des stations témoins. Et donc, ces stations ne subissent pas l'influence du parc. Et c'est après, pendant le suivi, donc pendant les travaux et pendant la construction, on va regarder comment évolue le milieu sur l'ensemble des compartiments que j'ai listés. Et ça va nous permettre de voir on va pouvoir évaluer l'influence du parc grâce à ces stations témoins qui nous disent
comment aurait été l'environnement si on n'avait pas eu le parc. Et puis on peut avoir des suivis plus spécifiques si des espèces le nécessitent. On peut avoir par exemple pour le projet de ferme pilote de Groix-Belle-Île un suivi télémétrique sur les goélands et pour le parc au large de Saint-Brieuc, un programme scientifique sur le homard est prévu. Voilà, merci de votre attention. Merci. Donc on voit l'intérêt, voilà, on voulait vous montrer ça avant qu'on parte en atelier, hein, donc Monsieur Brisset va aussi faire sa partie pour RTE. Mais voilà, l'intérêt c'était de pouvoir vous montrer les études telles qu'elles allaient être menées par la suite pour voir dans l'atelier notamment avec Jérôme Laurent, sur l'atelier acquisition de nouvelles connaissances sur le projet. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer aussi en termes d'études supplémentaires, justement, quelle espèce faut-il aller voir en particulier, etc. Donc ça, on pourra en travailler, le traiter dans les deux ateliers, mais plus particulièrement dans l'atelier avec Jérôme Laurent. Je vous laisse. Oui, donc Adeline Morlier a effectivement évoqué la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. On pourrait rajouter aussi suivre et accompagner. Donc simplement pour illustrer un peu le propos, l'idée c'était de vous montrer quelques mesures d'évitement qu'on avait mis en œuvre sur d'autres projets de façon très concrète, avec par exemple l'ensouillage qui est une première mesure d'évitement pour la partie raccordement. Donc afin d'éviter donc les croches accidentelles, mais surtout de maintenir les activités de pêche. Et on sait aussi qu'ensouiller dans des sédiments meubles, on a une capacité, je dirais, du sédiment marin, enfin, du sédiment meuble, en fait, à une résilience nettement plus accrue que sur des fonds rocheux. On sait aussi qu'on peut adapter tout à fait notre tracé en fonction de l'emplacement de certaines zones à fort enjeu environnementaux ou à fort enjeu de biodiversité. Notamment tout ce qui va concerner les zones de merle, les zones d'hermel, les banquettes à aploups ou des choses comme ça. Donc il va falloir repérer de façon assez précise. Et en fait, avec notre câble, on a quand même la possibilité de venir contourner ces zones et d'éviter ces zones très particulières. On peut tout à fait aussi adapter le calendrier des travaux en fonction des enjeux qu'on va pouvoir rencontrer, notamment en fonction des périodes de pêche, en fonction des périodes de ponte, de frais de certaines espèces. On va pouvoir, dans la mesure du possible, s'adapter. Oui. On avait juste une remarque avec Jérôme, mon collègue, sur le fait que sur le calendrier des travaux ou l'ensouillage, est-ce qu'on évite vraiment tout ou est-ce qu'on est déjà dans la réduction ? Vous voyez ce que je veux dire ? Effectivement, la frontière n'est pas forcément très ferme, mais effectivement, déjà ensouillé, on évite quand même la majeure partie des grands enjeux environnementaux qu'on peut trouver, quoi. Mais c'est vrai que la frontière entre éviter, réduire, elle est parfois pas tout à fait tenue. Donc voilà typiquement le genre de séquence d'évitement qu'on peut appliquer dès maintenant, puisqu'en fait on est déjà parti sur une solution d'ensouillage dans la mesure du possible, le plus possible. Ensuite on va avoir une mesure de réduction, des mesures de réduction, donc avec notamment la mise en place de protection externe, comme on l'a vu lors du premier exposé, lorsque l'ensouillage donc n'est pas possible. On va bien évidemment avoir des plans de prévention musclés, notamment lors des travaux, à bord des navires de pose du câble, avec des kits anti-pollution et tout un dispositif donc, embarqué donc, sur les navires de chantier. On aura également toute une phase de réduction, je dirais, des risques liés à la navigation, avec la mise en place de chiens de garde, autrement dit des bateaux qui vont tourner autour de l'atelier mobile en mer, avec, si possible, dans certains cas, le recours à des navires de pêche locaux, quand on peut le faire. On en avait parlé la semaine dernière, donc on avait une question là-dessus. Effectivement, comment réduire aussi l'impact, notamment du bruit, sur certaines espèces, sur certains mammifères marins. Et ben en fait, on a le système du soft start, c'est-à-dire qu'au lieu de démarrer nos outils de forage ou alors pour enfoncer nos fondations, ben en fait, on va les démarrer tout doucement, ce qui va permettre en fait aux espèces de s'éloigner progressivement et d'éviter de subir des dommages au niveau de leur audition. Voilà. Ensuite, on a la démarche donc, de suivi.
avec des suivis, on va dire, classiques. On a déjà commencé à mettre en œuvre, notamment la suivi de la qualité de l'eau avant les travaux, pendant les travaux et après les travaux, et des suivis benthiques également qui vont concerner bien évidemment la zone qu'on va venir, impacter avec notre ouvrage. Donc notamment un suivi benthique très précis avant, pendant et après. Donc généralement, on va retrouver ces suivis dans nos autorisations. On va suivre également excusez-moi pour les fautes, des mesures dédiées à certaines spécificités, effectivement les dunes hydrauliques qu'on pourrait avoir. On va suivre ça de façon très approfondie. Le suivi des œufs et des larves de certaines espèces halieutiques, notamment dans le cadre du projet France-Angleterre. Et puis une autre spécificité sur le secteur donc, de Saint-Brieuc, donc avec le suivi de la population de homards avant les travaux, pendant les travaux et après les travaux, pour voir si effectivement notre câble, notamment dans le cadre de Saint-Brieuc, évite ou empêcherait une quelconque migration en fait, des homards entre différents massifs rocheux. Et puis accompagner, ça je ne vais pas trop y revenir parce qu'on en a déjà parlé largement lors de le premier exposé sur des actions et des projets de R&D auxquels RTE participe. Je vous remercie. Merci d'avoir fait relativement assez vite, d'avoir respecté le temps, pour qu'on puisse partir en atelier au plus vite. Alors, on va avoir sur l'écran, on va avoir les 2 ateliers qui vont s'afficher. Alors, on vous avait demandé de vous inscrire en amont. Donc, tout le monde ne l'a pas fait, mais en fait, c'était pour aussi des raisons de salle. C'est-à-dire que voilà, la jauge des salles, de toute façon, il y a le nombre de chaises qu'il faut pour chaque atelier et on ne pourra pas avoir plus de personnes que le nombre de chaises sur lesquelles on peut s'asseoir parce qu'on est en protocole donc Covid. Donc, voilà, quand l'atelier 1 sera plein ou l'atelier 2 sera plein, il faudra que les personnes aillent dans l'autre atelier. Donc, excusez-nous pour ce petit désagrément, mais on va être obligé d'avoir un peu des... Et puis, ça nous permet aussi d'avoir des nombres à peu près équivalents dans chaque atelier. Donc, le premier atelier qui est sur la discussion sur les enjeux environnementaux, qui va nous permettre d'identifier des zones préférentielles ou à éviter, des zones d'exclusion, mais aussi qui va nous permettre de préciser aussi les conditions d'implantation. Et plus globalement aussi, ça va nous permettre de valider l'opportunité de réaliser le projet par rapport à la pression par rapport à la pression sur l'environnement que ce projet implique. Comme le disait Madame Morlière tout à l'heure, les études biblio nous permettent de voir un petit peu les zones qui présentent peut-être le moindre risque. Mais au-delà de ça, dans le débat public, et en tant que CPDP, on tient à le souligner, c'est aussi pouvoir bien valider l'opportunité du projet par rapport à la pression sur les usages, et puis là, ce soir, sur les environnements. Donc on va faire cet exercice-là dans le premier atelier. Et donc, dans le second atelier, il s'agit de pouvoir définir les besoins d'amélioration des connaissances pour répondre aux enjeux environnementaux du futur. Et donc là, on pourra, donc, notamment que ce soit pendant l'état actuel, enfin, quelles études ou quelles attentions spécifiques il faut avoir sur l'état actuel, mais aussi dans le suivi, sur les études de suivi, vous pouvez aussi faire des propositions sur le suivi de telle ou telle espèce. Et donc ça se passera donc avec Jérôme Laurent. Et donc le premier, donc c'est moi qui l'animerai. Donc le premier est en salle Colbert, qui est au second étage. Et le second atelier donc, sur l'amélioration des connaissances est en salle Orient, qui va être juste en face. Alors, ce qu'on va vous demander, en début de chaque atelier, il va y avoir un rapporteur qui va être nommé, et puis donc il viendra rapporter. Donc on se retrouve à la fin des ateliers ici. On va se retrouver, je pense, aux alentours de 20h. Je pense qu'on ne va pas pouvoir faire beaucoup mieux pour quand même qu'on ait le temps de travailler. On avait prévu au moins 55 minutes de travail. Donc, on se retrouve aux alentours de 20h pour faire un reporting, pour rapporter. Donc, les rapporteurs auront 7 minutes par personne, donc 2 rapporteurs, 7 minutes, pour rapporter les travaux et ensuite pour avoir une petite discussion sur le sujet. Et Monsieur Bompard, donc autre membre de la CPDP, nous fera une conclusion de cette séquence de travail, enfin de toute cette réunion, y compris des séquences de travail.
Voilà. Donc voilà, on va vous demander de vous répartir dans les salles. Alors à l'entrée, il y aura une hôtesse d'accueil pour noter vos noms, pour ceux qui ne sont pas inscrits. Hein, bien noter vos noms pour qu'on puisse savoir qui était à quel atelier. Hein. Donc voilà, je vous laisse y aller. Tu veux compléter ? Oui, simplement une toute petite précision, Madame Borlière. Les études in situ portent sur la zone de 200 km² ou sur la zone de 200 plus 400 km²? Alors, les études porteront sur la zone de la décision ministre. Donc, on ne peut pas préempter pour le moment, et notamment parce que le débat public n'est pas terminé, la surface, ça sera vraiment celle de la procédure de mise en concurrence. Pour le premier parc, alors, pour le 250 MW. Pour le premier parc, oui. D'accord, ben merci. Donc voilà, ben je vous invite à aller en atelier. Donc voilà, et encore une fois, excusez-nous, mais vous verrez que vous n'aurez peut-être pas le choix de votre atelier, mais bon, voilà, quand ce sera complet, ce sera complet. Je vais commencer à vous donner la parole. Un des enjeux de ce débat public, c'est justement de croiser un certain nombre d'informations sur les enjeux environnementaux, de travailler sur tel ou tel type de support. On a besoin de connaissances qui soient beaucoup plus vastes et beaucoup plus en amont, parce que dans le cadre des projets éoliens flottants, en fait, c'est toujours l'année avant ou les 2 années avant au maximum qu'on doit faire des études sur la présence des oiseaux marins. Je voulais aborder les ressources halieutiques. On n'est pas hyper précis sur ce qu'on appelle les zones fonctionnelles, les frayères, donc concentration pour la reproduction, et les nourrisseries, concentration de juvéniles, donc dans des habitats préférentiels, côtiers. Merci. D'autres interventions? Oui, monsieur. Pour les oiseaux, c'est pareil, en fait, il faudrait prendre en compte toutes les espèces présentes pour avoir vraiment une vision d'ensemble de ce qui peut se passer. Bon, dans ce cas-là, on parle de l'environnement au sens très large, y compris l'impact social et économique qu'il va y avoir. Les gravelots, ils sont là une période de l'année. Il y a possibilité de venir faire un atterrage de câbles sur un secteur en évitant cette période-là. Dans ce futur projet dont on n'a pas encore les contours, est-ce que vous savez quelle est l'importance de la zone d'impact? Je peux répondre sur votre effort d'observation et la robustesse des données. Vous avez ici l'ensemble des points d'observation qui ont été faits et analysés dans le cadre du projet API. En fait, on voit que la côte est bien couverte parce qu'il y a eu des campagnes dédiées d'observation, mais que le large, en fait, représente un faible impact parce qu'en fait, on a peu de données. Et on ne peut pas juger uniquement par les connaissances actuelles de la meilleure zone pour l'implantation des éoliennes. Il faut compléter les jeux de données. Oui, alors on a demandé qui voulait rapporter, et c'est vrai que donc c'est comme il y a eu de la timidité hein, pour être volontaire pour rapporter les travaux. On a donc 2 personnes ressources hein, qui ont la gentillesse d'accepter de rapporter les travaux. On vous remercie. Oui, on les remercie particulièrement, d'autant plus qu'un appel au peuple a été fait. Mais on a des gens très compétents qui vont pouvoir rapporter. Alors, on commence donc dans l'ordre, hein, peut-être Sylvain Michel, de l'OFB. Donc, présentez-nous la teneur des échanges et ce à quoi on a pu arriver. Hein. On n'a pas été au bout, mais vous allez nous dire. Oui, merci. Alors, donc, bon, je m'exprime pour... pas au titre de l'Office français de la biodiversité, mais je vais essayer
représentant l'ensemble des participants de cet atelier là, sur la délimitation de la zone d'appel d'offres éolien. Donc effectivement, on n'a pas pu aller au bout de l'exercice parce qu'il y avait beaucoup de compartiments écologiques à passer en revue. Donc 1 heure de temps, enfin une petite heure, c'était vraiment trop court. On a pu parler des périmètres réglementaires, des habitats des fonds marins et un petit peu de l'avifaune. Donc on a dû laisser de côté d'autres compartiments, notamment les mammifères marins, les poissons et autres ressources halieutiques. Alors pour ce qui concerne les zones réglementaires, d'abord, ce sera le premier des 3 points qu'on a pu aborder. Donc on constate déjà que dans la zone d'étude, il n'y a pas de périmètre réglementaire, voilà. Il n'y a pas de zone protégée. Dans la zone d'étude éolienne, du parc éolien. Oui, pardon, pour le parc éolien, effectivement. Par contre, en allant vers la côte, il y a un certain nombre d'espaces naturels protégés, principalement des sites Natura 2000. Ce ne sont pas des zones d'exclusion pour le passage d'un câble de raccordement électrique, mais il y a des vigilances particulières à mettre en œuvre. Dans ces cas-là, on doit mener une étude d'incidence, notamment sur les habitats et les espèces protégées au titre de Natura 2000. Il peut y avoir donc des mesures supplémentaires d'évitement ou de réduction qui sont à prendre par le porteur de projet. Et ça peut même être un motif de refus d'autorisation si vraiment il y a une incidence importante sur une des espèces ou un des habitats protégés par Natura 2000. Juste pour préciser, oui, il y a eu un débat sur faut-il à tout prix éviter ces zones ou est-ce qu'il faut les mettre de côté, notamment pour la zone de raccordement en mer, ou est-ce qu'on peut quand même les traverser moyennant un certain nombre d'études supplémentaires et voilà. Mais quand même, le principe qui est quand même ressorti, c'est de les éviter si possible. Oui, voilà, la conclusion, c'était de les éviter autant que possible. Mais ce ne sont pas des zones rédhibitoires pour un aménagement du type raccordement de projets éoliens en mer. Il peut y avoir des mesures de réduction d'impact qui peuvent être mises en place, telles que l'évitement des périodes pendant lesquelles les espèces sont présentes ou les plus sensibles aux impacts du raccordement. Alors, ensuite, sur les habitats benthiques, donc les habitats des fonds marins et les communautés d'organismes associés. Donc là, on a travaillé essentiellement sur la carte de risque d'effet produite par le bureau d'études. Cette carte montre un risque d'effet moyen sur une grande majorité de la zone, ce qui est assez peu discriminant. Il y a cependant une zone qui apparaît en risque faible, plutôt au centre de la zone d'étude. C'est également une zone où il y a plus d'habitats rocheux, d'après la cartographie disponible. Donc c'est peut-être plus favorable par rapport aux effets qui ont été évalués, mais il y a pas mal d'incertitudes sur l'intensité de ces effets, suivant les caractéristiques du projet qui sera développé par le futur lauréat de l'appel d'offres. Donc voilà, on distingue comme une zone à plus faible risque d'effet au sud-ouest. Voilà. Mais la question se pose, est-ce qu'il faut privilégier une implantation sur un habitat meuble ou sur une zone rocheuse, sachant que les effets ne vont pas être exactement les mêmes, notamment les travaux vont être plus bruyants si on veut implanter des ancrages ou oui, principalement les ancrages sur un habitat rocheux. Donc il faut prendre en compte la technique qui sera utilisée et qui, elle, dépend du type de substrat pour déterminer le niveau d'impact réel. Donc voilà, j'ai parlé de toutes les incertitudes qui portent à la fois sur la nature des habitats et leur localisation exacte, et aussi sur l'intensité relative des différents effets. Donc, les effets retenus par le bureau d'études sont l'abrasion, la remise en suspension de sédiments et les modifications des conditions hydrodynamiques, c'est-à-dire des courants ou de la houle.
il y a d'autres effets qui peuvent être aussi importants pour certains habitats et pour lesquels on ne dispose pas forcément des connaissances scientifiques quant à leur sensibilité. Donc voilà, il va falloir, pour préciser notamment le corridor de raccordement, approfondir les connaissances disponibles sur les habitats et sur leur localisation précise. Les représentants du comité des pêches nous ont notamment indiqué qu'il y avait certains désaccords quant à la cartographie des habitats entre les pêcheurs qui travaillent cette zone et les cartes réalisées par l'Ifremer ou d'autres organismes publics. Voilà, et pour ne pas trop vous... Il y avait donc les habitats spécifiques déjà connus à éviter, en tout cas. Oui, on a aussi parlé des habitats particuliers, effectivement, qui représentent des enjeux forts de conservation. Dans la zone d'étude du parc éolien, on a potentiellement présence de vases à pénatules ou de champs d'aploups. Donc, ce sont des petits organismes marins qui modifient leur environnement et qui génèrent des fonctionnalités vraiment spécifiques pour tout un tas d'espèces. Donc, il faut vraiment en prendre en compte et donc s'assurer qu'ils ne sont pas présents là où on fera passer les futurs câbles électriques. Donc là, ça demande d'approfondir les connaissances disponibles sur le terrain. Ce sera le sujet de la deuxième restitution. Voilà, si j'ai rien oublié d'important, je passe à la vie faune. Donc on a constaté que il y avait à partir des cartographies disponibles plutôt un gradient de la côte vers le large, de sensibilité décroissante. Donc a priori la zone du large serait moins problématique pour les oiseaux marins d'après les données disponibles qui viennent de campagnes aériennes ou des campagnes par bateau de Bretagne vivante. En ce qui concerne les données de Bretagne vivante, il faut quand même garder en tête qu'elles ne couvrent pas la partie la plus éloignée des côtes. Donc il faut confirmer ce gradient côte large par, là aussi, des acquisitions d'observations supplémentaires. Et voilà, il y avait aussi un point de vigilance de la part de l'AFB, comme quoi on dispose de quasiment aucune donnée sur les oiseaux en migration et qu'il serait souhaitable de pouvoir acquérir un minimum de données sur ces espèces-là, qui peuvent être des oiseaux terrestres qui migrent aussi à travers les zones maritimes. Merci beaucoup. Et donc, pour conclure, nous avons décidé, alors un certain nombre d'entre vous qui étaient à l'atelier, donc on a convenu de se revoir avant donc le 10 novembre, qui est la réunion de synthèse, où on va croiser notamment les divers travaux de ces ateliers environnement, de l'atelier raccordement qui sera la semaine prochaine, et également de l'atelier sur les usages, et puis des ateliers précédents. Donc on va croiser ça le 10 novembre en réunion de synthèse. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se re-rencontrer en amont pour terminer le travail sur les autres compartiments. Parce qu'effectivement, par rapport à l'exercice qui nous est demandé, 1 heure de temps n'est absolument pas suffisant pour aborder quand même la complexité des éléments avec des données partielles telles que nous les avons. Donc il faut aussi, à un moment donné, opérer des choix et des décisions pour arriver à nos fins, qui sont d'essayer de définir une zone, ou en tout cas des zones à éviter ou à préférer, et puis de donner des conditions d'implantation des éoliennes ou du raccordement. Donc on vous enverra, aux participants aux participants de l'atelier, on vous enverra une proposition de date à venir, pour une rencontre à venir. Donc, en fait, j'ai pris beaucoup de notes pendant l'atelier, et puis j'ai choisi finalement de les synthétiser avec des entrées groupes d'espèces. Donc, je commence par les oiseaux. Donc, finalement, je vais un peu répéter ce qui a été dit. Donc, il y a des manques de connaissances sur les voies de migration, oiseaux et chiroptères d'ailleurs. Manque de connaissances sur les voies de migration. Il faut prendre en compte toutes les espèces, pas seulement les espèces protégées. Donc il y a des survols aériens à refaire, et puis aussi la mise en place de radars pour détecter des passages dans le parc.
En ce qui concerne les mammifères, donc, il y a une étude d'effet du bruit sur les mammifères qui serait à mener, et puis aussi des campagnes d'observation, notamment par survol, qui sont aussi à mettre à jour ou à intensifier. Concernant les habitats benthiques, donc les manques se situent sur les espaces rocheux. Donc il est important, avec des études bathymétriques, de localiser les récifs et d'identifier aussi leur fonctionnalité. Sur les vasières, donc les vasières sont des milieux déjà très perturbés puisqu'il y a une activité de chalutage assez intense dans le golfe de Gascogne, chalutage à langoustine. Donc, mais il y a néanmoins certainement des espaces inaccessibles au chalutage où il reste des pénatules, donc il serait important d'identifier où. Et puis la dynamique sédimentaire est aussi à préciser, que ce soit la dynamique sédimentaire naturelle ou les modifications après l'installation d'un parc. Alors maintenant, les poissons, donc les manques sont plutôt au niveau des frayères, donc les zones de concentration pour la reproduction. Donc il faudrait en profiter donc pour essayer de préciser les contours des frayères, puisque actuellement, tout a été représenté, toute espèce confondue, et finalement, on en arrive à ce que pratiquement tout le golfe de Gascogne soit identifié comme zone de frayère. Donc ce serait bien de préciser ça. Alors il a été indiqué que le cahier des charges, le projet de cahier des charges qu'on donnerait au bureau d'études pour l'état initial comprend les espèces benthodémersales, les espèces pélagiques et les zones fonctionnelles. Et il serait important aussi d'étudier, de voir si ces éoliennes flottantes constituent des DCP, donc des dispositifs de concentration de poissons, comme on peut le voir dans d'autres océans pour les thons, par exemple, c'est un moyen de pêche, de regrouper des thons sous des radeaux flottants. Et puis, il serait important aussi d'étudier l'effet réserve que pourraient avoir ces éoliennes flottantes, puisqu'en fait, ça deviendrait des zones finalement interdites au chalutage, et donc il y aurait certainement une recolonisation à étudier. Alors d'ailleurs, à ce sujet, il y a une remarque assez intéressante qui a été faite par le comité des pêches du Morbihan, c'est que si classiquement on utilise le chalut pour faire des états initiaux, il faut réfléchir à la suite, c'est-à-dire que si on utilise le chalut pour faire l'état initial et après qu'on ne peut plus l'utiliser pour faire le suivi, donc il faut trouver une solution innovante qui permettra de comment justement comparer le suivi avec ce qui a été fait dans l'état initial. Il faudra probablement utiliser d'autres engins dès l'état initial. Et puis, il y a eu des questions aussi au sujet des campagnes sur la standardisation et la normalisation des protocoles qui seraient, ça serait important, ce serait peut-être une occasion de faire mieux en la matière. Et il y a eu beaucoup de questions sur les effets cumulés de toutes les pressions en fait, qu'on peut identifier sur un écosystème. Et donc, il a été fait référence au projet ECUM qui est en cours actuellement où aussi dans ce projet ECUM, on identifie les manques de connaissances et donc on aura les résultats en 2021, je pense. Et puis il y a un autre projet aussi qui a été évoqué, c'est le projet Bird Risk qui concerne les risques de collision, où là aussi c'est un projet en cours où il y aura aussi de la matière intéressante à apporter. Voilà, je crois que j'ai résumé l'ensemble des discussions. Merci beaucoup pour vos apports. Alors, on va demander donc à Jean-Pierre Bompard, membre de la CPDP, de venir conclure. Donc, c'est vrai qu'on avait prévu un temps d'échange, mais je crois qu'on va le reporter à la réunion de synthèse pour essayer de finir pas trop tard ce soir. Donc, bien sûr, inscrivez bien dans vos agendas le 10 novembre, la réunion de synthèse. Oui, donc ça marche, oui.
Alors, sur la réunion de synthèse, c'est vraiment très simple à faire finalement, hein, parce que quand je vois la richesse de tous les documents, on va d'ailleurs faire une réunion de synthèse qui va consister à additionner, à cumuler et à voir ce on va pouvoir garder, notamment pour le futur cahier des charges. Ce qui frappe pour un observateur attentif, que je commence à être, c'est que finalement, il y a quand même beaucoup de zones de méconnaissance, et que ces zones de méconnaissance doivent faire l'objet d'un effort. Mais j'avoue que, pour écouter les comptes rendus, la question que je me pose à chaque fois, c'est: peut-on cartographier les délais pour obtenir ces connaissances qui sont indispensables? Sinon, on reste dans une sorte de posture, d'attitude intellectuelle peut-être satisfaisante, mais qui ne nous sert pas dans le débat public, puisque le débat public vise à essayer de cerner les éléments qui nous permettent de donner quelques informations pertinentes pour le choix de la zone dans laquelle pourrait, je vous rappelle que c'est pourrait, puisqu'il y a des gens qui sont hostiles. Je vous rappelle que la démarche de la CPDP tient compte aussi de gens qui sont hostiles. Hein. Et donc je crois que l'idée qui a été soulevée par Karine, d'approfondir par une réunion supplémentaire, il faut qu'on puisse la gérer avec notre secrétaire général, me paraît tout à fait utile. Alors c'est d'autant plus utile qu'il faudrait la faire néanmoins après les 2 réunions que nous allons faire sur les usages de la mer. Parce que c'est un peu abstrait sinon. Si on traite de l'usage de la mer d'un côté, des données environnementales qui nous permettraient d'essayer de cerner l'endroit où on va, mais néanmoins, il y a des activités. La mer n'est pas un lieu sans activité. Et donc, je crois qu'on devrait tenir compte de la proposition de Karine Besse après, donc, avant le 10 novembre, mais après la dernière réunion, ce qui va nous laisser un espace-temps pas si simple que ça. Ceci étant, je trouve que les échanges ont été extrêmement riches. On s'aperçoit néanmoins qu'il y a une des questions qui tracasse, mais ce n'est pas valable uniquement sur les questions qui nous préoccupent, c'est valable sur des tas d'autres domaines, c'est ce qu'on appelle les effets cumulés. Dans d'autres secteurs, ça s'appelle les effets cocktails. Vous savez, quand vous prenez un médicament, un deuxième médicament, un troisième médicament, au bout d'un moment, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Et là, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important sur la question des effets cumulés. Et puis, dernier point, il faudra bien qu'on trouve un terrain d'entente méthodologique entre les gens qui font de la recherche et les gens qui pêchent dans les eaux qui les intéressent pour leur vie quotidienne. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon retour. Merci.